Guerre épée, une contrepétrie douteuse. On visite? Ouais. Jérôme Bel, Jeanne d'Arc, voir Milo Rao. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ronan au théâtre. Je suis à la bourre, je suis en train de terminer de programmer des posts Facebook et Twitter pour vous parler de la vidéo d'actoral sur les réseaux sociaux. Je suis assez content au final de cette vidéo que j'ai montée en un lundi. Je prends ça avec moi. Oui, pourquoi je suis pressé? Pourquoi je suis pressé? Parce que je vais à Reims ce soir. Je fais l'aller-retour pour aller voir Ton père de Christophe Honoré. J'ai pas encore lu le descriptif. Ton père, je l'ai acheté il y a pas longtemps, moi, ce bouquin. Il est où d'ailleurs? Et je l'ai pas lu, comme tous les livres que j'achète depuis un moment. Christophe Honoré, Ton père. Guerre épée, une contrepétrie douteuse. Je vous laisse faire la contrepétrie. Dans quel sens ça se met? Est-ce que... Hein? Ah, il est beau celui-là, on l'aime bien, non? Hop! Dans le sac à dos. Ton père, c'est donc l'adaptation du roman de Christophe Honoré, Ton père, mis en scène par Thomas Quillardet. Et c'est tout simplement un récit dans lequel il raconte comment il est devenu père. Tous ceux qui m'ont parlé de ce livre m'ont dit qu'ils avaient été bouleversés. Je ne l'ai pas encore lu, mais on va voir si la mise en scène rend hommage à ces témoignages que j'ai reçus. Donc ça, c'est toujours moi, un Ronan toujours en avance. Le train est à 18h28, il est 17h46. Et il y a 5 minutes, je disais, au secours, je suis en retard. Bonsoir. On est rentré super tard, à minuit, et là il est genre 1h52. Et j'ai essayé de feuilleter un peu le livre, parce que j'aurais pas le temps de le lire en entier là pour faire la vidéo, mais voir un peu quel était le texte de base. Il y a beaucoup de coupes, mais sinon la structure est comme celle qui est présentée sur scène. C'est un beau texte, la mise en scène est très sobre et très épurée, et je peux pas m'empêcher de me dire que c'est un roman. C'est un roman et ça fonctionne en roman, et c'est une intimité de roman qui a du mal à passer sur scène. La mise en scène, elle oscille entre une confidence d'un acteur, d'un personnage, et des moments de théâtralité. Et finalement, les moments qui marchent le mieux, c'est quand il s'adresse à nous, qui nous raconte des événements passés, qui ne les joue pas mais qui nous les raconte, qu'il est assis avec nous dans le public. Parce que l'acteur qui joue le rôle du père, qui joue le rôle de Christophe Honoré, en fait, Thomas Blanchard, il est bien, il est dans sa simplicité, on le croit, je trouve que la direction est assez juste là-dessus. C'est plutôt dans les transitions, ouais, quand on rentre dans le jeu. Et bizarrement, alors que c'est pas très long, j'ai eu du mal à rester concentré, sans jamais me dire que c'était mauvais non plus. Je vous avoue que je sais pas trop quoi en dire, en fait. C'est pour ça aussi que j'ai pas filmé à chaud, parce que, en fait, si, mais je sais, c'est que on a le texte de Christophe Honoré. Très bien. C'est une prise de parole de Christophe Honoré. Et je crois que ça suffit pas de rendre hommage au texte et de bien le mettre en scène. C'est un texte qui est tellement intime que s'il n'y a pas une part d'intime aussi de la part du metteur en scène, ça fonctionne pas. Et je pense que c'est peut-être ça qui manque. Parce que ce qui m'a surpris aussi, c'est que par exemple, ça ressemble un peu, l'espace, la scénographique, ça pourrait ressembler à quelque chose que ferait Christophe Honoré dans son théâtre. C'est-à-dire ce lieu indéterminé avec les escaliers. Il y a toujours des escaliers chez Christophe Honoré dans ses pièces. Cette moquette verte là, un peu comme dans Nouveau Roman. Ouais, je suis déçu en fait. J'en attendais beaucoup aussi hein, de ce spectacle, je crois, donc ça doit jouer. Et je connaissais pas le travail de Thomas Quillardet. En tout cas, le spectacle est repris dans le cadre du festival d'automne en novembre au Montfort et également au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Moi, je vais me coucher. Demain, j'ai une interview avec Hortense Archambault. Allez, bonne nuit. Je suis en train de relire et préparer là toute la bio d'Hortense Archambault, de ce qui s'est passé à la MC 93. Parce qu'en fait, les interviews comme ça qu'on fait avec la caméra embarquée, je les fais sans aucune note. Donc il faut absolument que je sois assez frais. Ça me stresse à chaque fois. Parce qu'en plus, il faut gérer la technique, il faut gérer tous ces micros. Toute cette technique, ça me rend fou. Et puis, je viens de voir à l'instant la mort de Vladimir Yordanov, qu'on a beaucoup vu chez Alain Françon, chez Patrice Chéreau, Christian Scarretti aussi. Personnellement, je l'avais jamais vu sur scène. Hein. Je l'avais juste vu dans le Hamlet de Patrice Chéreau. Parce que c'était le rôle du spectre. Et que le spectre dans Hamlet, c'est toujours un grand moment. Et je me souviens qu'on avait regardé ça en cours. Disons que moi, il faut que j'y aille, hein, il est 15h là. J'ai rendez-vous à 16h à la MC 93. Et Hortense Archambault, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur le Inferno de Romeo Castellucci au Festival d'Avignon, puisque ça correspond à la période où elle co-dirigeait le Festival d'Avignon avec Vincent Baudrier de 2003 à 2014. On a rendez-vous avec elle quelque part par là. Bonjour. Bonjour Hortense. Bonjour Ronan. Comment vas-tu? Ça va bien. On visite? Ouais.
Je viens à l'instant de terminer la vidéo avec Hortense Archambault. Ça fera l'objet d'une autre vidéo à part, consacrée à la visite de l'AMC 93. Mais ce soir, je reste à l'AMC 93 pour aller voir Danse pour une actrice, Valérie Dréville, entre parenthèses. C'est un spectacle de Jérôme Bel et Valérie Dréville, dans lequel Jérôme Bel a demandé à Valérie Dréville d'interpréter quelques-uns des plus grands solos de la danse qui ont marqué l'histoire de la danse en tout cas. Toujours dans cette démarche où la perfection de l'exécution n'est pas le propos. Il y a pas mal de vidéos sur le travail de Jérôme Bel sur la chaîne, j'aime beaucoup de manière générale. Alors bon, parfois je passe à côté aussi. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ça ce soir. Mais qu'est-ce que j'ai aimé ça! Et c'est bizarre parce que je sens que la réception dans la salle, elle était pas si ouf que ça. Enfin, j'ai senti qu'il y avait des gens hyper mitigés, même à la sortie et tout. Mais alors, moi, je suis parti dedans. C'est-à-dire que dès le début... Non, pas dès le début, c'est faux. Parce qu'il y a un prologue, et après, elle présente le programme, la feuille de salle. Ce qu'il faut dire, c'est que la compagnie Jérôme Bel sont devenus hyper écolos. Et vraiment, c'est sérieux. C'est pas juste un message écologique, ils ont arrêté de prendre l'avion. Donc ça veut dire que Jérôme Bel, toutes ses créations à l'international, il les fait en visioconférence avec des compagnies qui sont sur place, avec les artistes locaux. Plus personne ne prend l'avion, il n'y a plus rien qui voyage. Et franchement, c'est une décision audacieuse et courageuse parce que la danse contemporaine et surtout la compagnie Jérôme Bel, c'est vraiment un rayonnement international aujourd'hui. Et puis, par exemple, pas de feuille de salle, pas de programme distribué sur papier parce que la compagnie ne veut plus qu'il y en ait. Et ils s'y tiennent. Et donc c'est Valérie Dréville qui nous raconte la feuille de salle, qui nous la lit, qui nous donne les mentions obligatoires, les productions. Et c'est complètement fou parce que ça marche. Enfin, j'ai trouvé ça bien, alors que c'est le programme. Et puis elle donne quelques définitions, la différence entre danse classique et l'exécution de mouvements pour leur technique, et puis la danse moderne, l'improvisation. Et cette très jolie phrase aussi, dans un des critères de l'improvisation, c'est accepter les incidents et les petits pâtés. Bon, accepter les incidents et les et vivre l'expérience sans la juger. Et puis après, donc on rentre dans le vif du spectacle, le concept donc que je disais avant la vidéo, qui est que Valérie Dréville va interpréter, et c'est vraiment interpréter, dans toutes les acceptions du mot, des grands solos de la danse moderne, contemporaine. Et ça commence, Isadora Duncan, sur le prélude numéro 7 de Chopin. Il y a un truc un peu, c'est un peu violent de dire ça, mais c'est vrai, en même temps c'est ça qui fait toute la beauté, un peu ridicule. Et de ce ridicule vient beaucoup de tendresse. Ouais, de tendresse. Et je la trouvais super belle quand elle dansait sur Duncan. Après Café Muller de Pina Bausch. Et puis, elle va faire un truc que j'ai trouvé magnifique. Il y en a plusieurs. C'est de décrire des vidéo YouTube. C'est-à-dire qu'elle regarde une vidéo sur son téléphone, nous on ne voit pas la vidéo, elle est assise face à nous et elle nous la fait vivre par ses mots, par son talent d'actrice, et sur Chantons sous la pluie, la scène de Gene Kelly dans le film. I'm happy again. Mais là on embarque, c'est hyper ludique, c'est très enfantin, cette façon de vivre cette scène, c'est très descriptif. Et puis il y a aussi, à un moment elle fait du Claude Régis, 10 minutes quasiment dans une pénombre quasiment complète, une improvisation sur Claude Régis, puisqu'elle met un chronomètre dans la lenteur de Claude Régis. Donc c'est une citation en fait, ce qu'elle fait. Et je me suis perdu là-dedans. Mais pendant ce spectacle, je pense que j'ai passé... Chaque scène m'a amené dans des imaginaires. Je revenais sur le plateau, je revenais dans cette salle de la MC 93 à chaque début de numéro, et au bout de 30 secondes de numéro, j'étais parti. J'avais aucun problème avec ça parce que je sentais très bien que c'était là qu'il fallait que j'aille, que j'avais pas besoin de rester sur scène avec elle. Et je pense que c'est pour ça que c'était si beau aussi. Et je pense que ça correspond en plus à ce qu'il dit dans le programme. L'imaginaire du performeur est beaucoup plus important. Et en fait, en croyant à son imaginaire, à elle, elle convoque aussi notre imaginaire, et d'un coup, chacun évolue dans son imaginaire. C'est-à-dire que rien n'existe parfaitement, rien n'est exécuté parfaitement, mais chacun croit au spectacle qu'il est en train de voir. La performeuse y croit dans son imaginaire, le spectateur y croit dans son imaginaire, et on vit un spectacle imaginaire. Ça m'a vraiment touché. Je viens de terminer de binge-watcher Emily in Paris sur Netflix et j'ai adoré ça. Et oui, c'est plein de clichés, oui, c'est extrêmement caricatural à la manière d'un téléfilm de Noël,
ou à la manière d'un teen movie. Mais il y a autant de clichés sur plein de séries qui se passent à New York. Et puis il y a des trucs qui sont pas si clichés que ça, hein. Franchement, dans le milieu du théâtre, il y a des scènes qu'on vit un peu parfois. Donc c'était trop cool, et du coup j'ai pas du tout avancé sur le montage de lundi. J'ai plein d'autres trucs à faire en plus. Et ce soir je vais à la Comédie Française pour voir du côté de Guermantes. Du coup il me reste 6 heures pour lire Proust. Ça va, ça se fait, non? J'irai bien refaire un tour du côté de chez Swann. Revois mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et me laisser embrasser sur la joue. Vous savez quoi? J'étais prêt à aller googler du côté de Guermantes parce que je n'ai pas lu Proust, évidemment. Non, je n'ai pas lu Proust, je n'ai pas lu Proust. Et ben je vais pas le faire. On va voir comment je reçois ce spectacle sans aucune connaissance de Proust. Enfin si, quelques connaissances. En fait, j'ai lu le début du côté de chez Swann qui est où? Proust n'est pas là. Je me suis arrêté à la Madeleine, comme tout le monde. J'ai vu la Madeleine, c'est au début, j'étais content, je me suis dit ah la Madeleine de Proust c'est super. Et voilà, j'ai rangé le bouquin. J'ai oublié mon carnet. C'est important le carnet. Bon, du côté de Guermantes, c'est évidemment le 3e tome dans la recherche du temps perdu de Marcel Proust. C'est un culte, mais pas à ce point quand même. Et ce soir, donc, cette direction le théâtre Marigny, là où a élu domicile la Comédie Française pendant ses travaux. Et cette adaptation du côté de Guermantes est signée Christophe Honoré. Ça fait 2 fois qu'on parle de Christophe Honoré cette semaine. Jusqu'à présent, j'ai toujours adoré les mises en scène de Christophe Honoré. Faut dire qu'il en a pas fait beaucoup non plus. Et on va voir comment ces 2h30 de spectacle passent. Et bonjour. Moi non. Oui. Je suis ta page. Ah d'accord. Je voulais passer derrière le théâtre parce que pendant le spectacle, la porte arrière de scène est ouverte par ici. Et on a vu sur cette fontaine, ce qui donne une perspective au décor assez incroyable. Avant même d'aborder la question du fond et du propos et même de Proust, quel savoir-faire! Et c'est d'une beauté ce qu'on a sur scène, c'est vraiment grandiose. Le décor est magnifique, le travail des lumières avec cette verrière en haut, cette porte qui s'ouvre là sur l'extérieur, et puis ce jeu et cet effet troupe aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes chorales dans ce spectacle, et je crois que les scènes chorales marchent autant parce que justement elles sont jouées par cette troupe, parce qu'il y a une énergie sur scène dans les moments de non-jeu, enfin de non-jeu, il n'y a jamais... Peut-être que je cadre quand même. Il n'y a jamais vraiment de non-jeu, mais les moments en tout cas où tous n'ont pas quelque chose à dire, il se passe vraiment quelque chose sur scène, il y a une véritable atmosphère. Et je suis rien que pour ça ébloui par ce que je viens de voir. Après, Proust, j'avais beaucoup de crainte au niveau de la compréhension. Et je suis extrêmement surpris d'avoir aussi bien compris. Alors, pas tout. Il y a des moments où vraiment il faut s'accrocher, quoi. Ouais, il me manquait un peu certains enjeux dans certaines scènes, mais globalement, c'est assez limpide. Et surtout, ça passe à une vitesse. Il y a un moment où j'ai un peu regardé l'heure. Il était 22h30. Et donc, ça faisait déjà 2 heures, en fait. Et ce casting. Alors, petit changement de programme ce soir. Dominique Blanc qui joue la marquise de Villeparisis et qu'à contact. Donc elle ne pouvait pas monter sur scène, hein, elle doit s'isoler pendant 7 jours. Donc qui pour la remplacer comme ça au pied levé? Eh bien, tada, Clément Hervieux-Léger. Chemise noire, pantalon noir, texte en main. Et il a géré ça de façon assez formidable. Et là encore, c'est là aussi, c'est à ce moment-là surtout que j'ai pensé à la troupe parce que ces scènes sont dans des moments vraiment chorales. Et il y a un soutien de la troupe, ça porte. Serge Bagdasarian, mais pourquoi ça clignote comme ça? Comment ça, carte mémoire fou? Je me suis dit que j'allais attendre le matin pour faire cette vidéo parce que hier j'ai eu un petit paquet et j'ai regardé ce qu'il y avait dedans et c'est le moment ASMR. Et ce sont des petites madeleines. Des madeleines Sébastien Godard qui est un pâtissier. Alors je me suis pas fait une tisane comme la tante Léonie de Marcel, mais ce sera un café et je trouve que c'est une super idée. Vraiment très bonne idée marketing, j'aime bien moi. C'est ludique, c'est sympa, c'est populaire en même temps. Ah oui, c'est de la bonne madeleine quoi. Peut-être juste faire une chronique sur les madeleines. Donc hier, je me suis arrêté sur quoi? Ah oui, Serge Bagdasarian, qu'on adore, évidemment. D'ailleurs, j'ai mis un petit kimono, c'est un petit peu un hommage. Pendant la pièce, je me disais, j'adorerais que La Cage aux Folles entre au répertoire. Et je pense que Bagdasarian ferait quelque chose de magnifique du rôle de Zaza. J'adore cette pièce. Franchement, La Cage aux Folles, pas le film, hein, mais l'édition de la pièce, quand je l'ai lue, ça change la perception qu'on peut avoir
de cette pièce. Ça serait super ça, si Eric Ruff passe par là. Hein. On veut la cage aux folles aux Français. Hors sujet. En fait, ce qui était intéressant, c'est que comme je n'avais pas lu Proust, pas en tout cas pas cette partie-là, il y a des passages où je me disais, mais est-ce que c'est vraiment la langue de Proust ou est-ce que c'est vraiment très adapté? Dans quelle mesure on est fidèle à l'œuvre ou dans quelle mesure on a pris des libertés? Je savais pas et en même temps, finalement, j'étais assez content de pas le savoir parce que j'ai pas assisté à l'adaptation d'une œuvre de Proust, j'ai juste assisté à un spectacle. Parce que, par exemple, la chanson de Léo Ferré, là, ton style, c'est ton cul. Il y a beaucoup de musique dans le spectacle, chantée par Marcel d'ailleurs, la plupart du temps. Et je me disais, mais ça fait référence à quoi chez Proust? J'ai quand même trouvé que globalement, il y a un érotisme et une sensualité entre les personnages masculins hyper forte, et c'est bien plus érotique que le Angels in America de Desplechin. En même temps, c'est pas compliqué. Moi, ce dispositif théâtral, je l'adore, je trouve qu'il fonctionne très bien. C'est le dispositif théâtral qu'utilise à chaque spectacle Christophe Honoré, c'est-à-dire un lieu extrêmement marqué esthétiquement et en même temps complètement indéterminé. Ce lieu, ce décor qui est vraiment magnifique, hyper réaliste, qui en plus s'inscrit parfaitement dans Marigny, on a presque l'impression que c'est une continuité du théâtre, et ben ça pourrait être tout à la fois un hall d'hôtel, le foyer d'un théâtre, un musée. Et dans ce décor hyper réaliste, il ajoute évidemment des prises de parole qui sont réalistes dans le dialogue, dans les situations, mais pas réalistes dans la façon dont les personnages prennent la parole, puisqu'ils se saisissent d'un micro. On a le perchiste qui est là, le perchiste qui prend le son en direct et qui va permettre aussi dans les scènes chorales de donner des focus sur les endroits d'attention, puisqu'il y a des dialogues qui sont entremêlés, des situations différentes qui sont entremêlées. Le perchiste donc qui est visible et en plus qui devient carrément un personnage, puisqu'on joue avec, donc on est sans cesse sur cette ligne entre théâtralité illusionniste et théâtralité assumée. Moi, ce que je trouve vraiment réussi, c'est de ne pas avoir adapté cette pièce, en fait. Ce texte. Ce qui est intéressant, c'est de ressentir des choses, d'évoquer des choses qui reproduisent des sensations qu'on peut avoir à la lecture de Proust. Je vous le disais, moi j'ai lu 20 pages de Proust. En voyant la pièce, bizarrement, ça me revenait. Et en même temps, j'écoutais pas un texte, j'étais juste face à une pièce de théâtre, vraiment. Il y a des petits échos très contemporains aussi, par moments, dans le ton des choses qui sont dites. C'est pas surligné, ça nous fait confiance dans la compréhension, dans l'interprétation qu'on peut en faire, nous, en tant que spectateurs. Puis il y a l'affaire Dreyfus, qui est quand même très très présente dans la pièce, qui est le sujet de conversation de tous les salons qui se font à cette époque. Est-ce que vous êtes Dreyfusard? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Avec des petites phrases qui sont totalement du type « je ne suis pas raciste, mais ». Et là, encore une fois, c'est pas donné à entendre pour qu'on ait tous les tenants et les aboutissants de l'affaire Dreyfus. Si on connaît pas l'affaire Dreyfus, on ressortira pas de là plus instruit sur l'affaire Dreyfus. En revanche, on comprend ce qui se trame socialement, on comprend quel est l'enjeu social d'une telle affaire. Et je sais pas ce que Christophe Honoré veut raconter avec l'affaire Dreyfus. Toujours est-il que Proust était quand même Dreyfusard. Hein. Mais d'un coup, de mettre en avant sur scène aujourd'hui cette dichotomie, on est Dreyfus, on n'est pas Dreyfus. C'est drôle, c'était presque un lapsus. Je voulais dire Dreyfusard ou anti-Dreyfusard, et puis en fait, j'ai dit... On est Dreyfus, on n'est pas Dreyfus, comme on dirait on est Charlie, on n'est pas Charlie. La façon dont le sujet est traité, puisqu'en fait on ne traite absolument pas de la question de fond. Tout est extrêmement superficiel, tout est fait... tous les débats de cette société-là, tous les débats de ces salons sont construits sur des a priori, des amalgames. Et le débat de l'affaire Dreyfus qui est présenté est en fait complètement inintéressant dans ces salons. Il n'y a rien, c'est vide de sens. Et ça reflète très bien peut-être aussi la façon dont on fait des débats aujourd'hui, les débats médiatiques, qui sont complètement vidés de leur sens. Donc écoutez, moi j'ai vraiment trouvé ça super. C'est un super bel objet théâtral. Laurent Lafitte est exceptionnel aussi. Ils sont tous exceptionnels, hein. Je ne vais pas citer tout le monde, mais Elsa le Poivre. Et alors, j'ai rien compris, là. J'ai douté hier par rapport à ça. Il y a un film qui a été tourné par rapport aux répétitions, mais je sais pas ce que ça va être, je sais pas quand ça va sortir. Tiens d'ailleurs, est-ce que ça entre au répertoire, ça? Parce que les textes qui entrent au répertoire sont ceux de la salle Richelieu, mais là on n'est pas salle Richelieu, et en même temps, c'est juste pour une question de travaux. Loïc Corbery est le parfait swan. Je vais finir mes madeleines. On va à Nanterre. Oui, je sais encore. Ça va pas durer, profitez-en. On va voir Milo Rao, Family. Ça fait combien de temps que j'ai pas vu un Milo Rao? Le dernier, c'était genre la reprise à Avignon, Lamb Gods à Gand, et puis au reste à Mossoul, à Gand. Family, ça s'inscrit dans sa série sur les crimes contemporains. Il y avait eu 5 Easy Pieces sur l'affaire Marc Dutroux jouée par des enfants. Il y avait eu La Reprise qui était un fait divers sur un crime homophobe. Et là dans Family, c'est un fait divers d'une famille sans histoire du nord de la France, un peu bourgeoise, qui s'est pendue un soir. On n'a rien trouvé, pas de raison apparente, pas d'histoire d'argent, pas d'alcool, pas de dette, rien. Pourquoi? Et l'affaire a été classée sans suite. Et pour interpréter cette famille, donc de 2 adultes et 2 enfants et 2 chiens, Milo Rao a tout simplement fait appel à
des comédiens, Anne Miller qui est membre de la troupe du NT Gent à Gand et son mari Philip Peters et leurs 2 enfants. Donc une vraie famille va interpréter une famille qui ressemble vraiment à celle du fait divers, toujours dans cette idée d'amener la tragédie dans le réel, là où elle a le plus sa place aujourd'hui dans le contemporain, pour la faire résonner le plus possible avec le contemporain. Et j'ai hâte, évidemment, j'ai toujours hâte. Alors ça, c'est le truc que je vais dévorer. Ce sera juste à droite en rentrant. Ok, merci. Je peux te mettre dans le vlog? Oui, Bonjour. bonjour. Comment allez-vous, Gladscope? Très bien. Bon, je vais rien dire maintenant parce que c'est impossible, je n'ai pas les esprits, puis je suis en train de débattre avec Nariman là. Donc on va s'échauffer les esprits comme ça dans le RER et je fais un petit débrief après. Bon, déjà, on a un récit qui est fait sur 2 temporalités. La temporalité du moment du drame, et les heures qui précèdent ce drame, les heures qui précèdent la pendaison de la famille, soyons clairs, mais qui n'est pas complètement un jeu puisqu'il s'agit de choses et de situations et des prénoms de la vie de la famille qui interprètent ce drame. Donc c'est une mise en scène de leur vie à eux et non pas de la vie des comment ils s'appellent, des 2 mestères, qui sont eux la famille du fait divers réel. Et l'autre temporalité, c'est l'adolescente, la jeune fille, qui vient à l'avant-scène, qui sort de la maison pour nous faire le récit de ce que représente cette pièce de théâtre, de ce que représente ce projet dans leur vie de famille. Donc on a cette mise en abîme théâtrale par ces 2 temporalités, par ces 2 modes de récit, et l'un éclaire vraiment l'autre. 2 fonctionnent vraiment ensemble. Et on vit pas tout à fait une reconstitution, puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé chez les 2 mesters dans ce fait divers, on ne sait pas pourquoi ils se sont pendus, mais cette famille, avec ses relations, tout ce qui constitue cette famille, en connaissant la finalité de l'histoire, c'est-à-dire 2 parents, 2 enfants qui se pendent très bien habillés, en laissant juste un mot désolé, on a trop déconné, ça c'est ce qu'on connaît. Et bien en connaissant cette image finale, en connaissant cette finalité, ils vont écrire une histoire sans jamais donner une seule cause ou une seule raison, rien n'est expliqué. Quand le spectacle commence, la décision est déjà prise. Ce soir, ils se pendront. Donc on est après la décision, comme dans une tragédie, souvent on est après les faits, après le drame. Bon bah là on est après la décision qui va mener au drame. Et donc on sait très bien que ça va arriver. Et tout le long, alors qu'il ne se passe absolument rien, alors qu'on est dans l'ordinarité d'une vie de famille, il va y avoir la mise en scène de cette mort. Et le moment que je trouve le plus étrange au final, c'est le moment où ils accrochent les cordes. L'image finale de cette pendaison, elle est atroce, mais il faut les accrocher, ces putains de cordes. C'est un long travail de mise en scène de se pendre. Et la fin, de toute façon, et l'image de fin est atroce, hein, de toute façon. Je pensais pas, en fait, qu'on verrait ça. Je pensais que ça s'arrêterait avant, et je pensais pas que ça serait si long. Les 4 corps pendus, là, c'est long. C'est très long. Et bref, pendant tout ce récit, on se pose des questions. Et c'est vrai que c'est intéressant de ne pas avoir reconstitué la vie de la famille de Mers, mais plutôt... Mais plutôt d'avoir utilisé la vie de cette famille-là, une vie qu'on connaît, qu'on maîtrise, dont on connaît les ressorts, les tenants, les aboutissants. On connaît les relations interfamiliales. Donc d'un coup, il y a quelque chose effectivement de beaucoup plus réel et de beaucoup plus touchant. Et l'empathie est beaucoup plus forte. Par contre, tu ressors de là, t'as une seule question, c'est pourquoi. J'ai même pas googlé en fait l'histoire de cette famille. C'est fou, il n'y a absolument aucune explication. La confiance et l'union qu'il faut dans une famille, parce que le suicide par pendaison, c'est un geste individuel. Il y a 4 cordes, il y a 4 tabourets. On peut dire à 3 on saute, s'il y en a un qui saute pas, bon bah les autres sont morts et pas lui. Et donc là, en faisant ça, il faut être certain et avoir la confiance absolue que tout le monde va le faire. Et encore une fois, ce qui est perturbant, comme à chaque fois dans le travail de Milo Rao, c'est ce débordement dans le monde réel. Bon là, on parle d'un fait divers qui vient du réel, mais on ne l'apporte pas sur scène. C'est ce qui se passe sur scène qui va impacter le réel, c'est-à-dire une nouvelle famille. Il n'y a pas de reproduction du réel sur scène. C'est quand même hyper violent, la gamine elle a 14 ans sur scène, tous les soirs avec ses parents ils mettent en scène leur suicide. Faut être quand même extrêmement préparé. Ce qui est bien c'est que en ne cherchant pas à expliquer, en ne cherchant pas à donner de raisons ou en ne donnant même pas d'informations sur ce qui aurait pu éventuellement motiver ce suicide, on se concentre uniquement sur l'adieu, sur ce que veut dire vivre ces dernières heures. Bon bah encore une fois c'était un sacré Milo Rao. Les applaudissements à la fin c'était hyper bizarre. Il y a 4 personnes qui viennent de se pendre, t'es face à eux pendant 15 secondes, t'as les phares d'une voiture qui passent, parce que la vie continue autour, et puis c'est fini. Et le générique du début, c'est pas marqué avec dans le rôle 2 ou avec machin, c'est marqué comme parent
un tel et un tel, dans l'idée que on ne reprend pas des rôles, on reprend des archétypes. Break. Et aujourd'hui, on découvre le travail de Marion Sieffert, dont le grand cerf avait eu des critiques dithyrambiques et que j'avais raté. Donc là, on va voir Jeanne d'Arc à Aubervilliers. Le seul truc que je sais sur ce spectacle pour l'instant, c'est qu'il y a un compte Instagram qui est connecté, qui s'appelle Jeanne d'Arc, Jeanne_Arc je crois, et qu'il diffuse en direct en fait tous les soirs, à chaque représentation. Jeanne diffuse en live sur les réseaux. J'ai essayé de regarder l'autre jour, mais bon, c'est vrai que sans avoir vu le spectacle, c'était un peu bizarre. J'espère que je me suis pas garé dans un triangle des Bermudes des vélos. C'est hyper intéressant. Ça déplace complètement la position du spectateur parce que le portrait, elle se raconte, Jeanne se raconte, sauf qu'elle ne l'adresse pas au public qui est présent, elle l'adresse au live Instagram. Moi je pensais que le live Instagram c'était juste une petite partie, mais non, tout le spectacle est en live sur Instagram et du coup elle s'adresse aux personnes qui la suivent sur Instagram. Alors je soupçonne quelques faux comptes là-dedans, je vais aller vérifier, j'ai noté quelques arrobas Instagram pour aller voir. Après j'ai reconnu des gens que je connaissais, genre j'ai vu Fiamma l'art passé, j'ai vu François Grémaud, le théâtre de Vidi, le T2G, tous ces gens sont passés, donc le live est bien réel. On est observateur du combo, bon je terminerai plus tard, c'est pas pratique. Et en fait, oui, nous en tant que spectateurs, on est vraiment observateurs du combo live et performance. C'est vrai que le spectacle nous est pas adressé. C'est presque de la métathéâtralité. Il y a un deuxième niveau de théâtralité. Nous, on est observateur d'un ensemble, on n'est pas observateur juste d'une prise de parole. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. La performeuse est géniale d'ailleurs. Elena de Lorenz. J'ai dit le grand cerf tout à l'heure, grand sommeil. Rien à voir. Le texte est vraiment très très bien écrit. C'est rare d'avoir des écritures sur des paroles jeunes qui soient aussi justes. Le point de départ c'est la virginité et le complexe que ça entraîne à l'école, etc. Ça va beaucoup plus loin que ça, c'est l'adolescence en fait. C'est les complexes du corps, c'est les rapports conflictuels avec les parents, c'est la recherche d'amis, de rompre sa solitude grâce aux réseaux sociaux. En se mettant en scène sur internet. Pas du tout de qui parle ce spectacle. Mon portable. Faut que je vérifie les comptes Instagram. Oui, nous on est comme ça ici, on enquête. Alors, nous avions Martin. Bah non, c'est une vraie personne, Martin. Il a l'air d'être comédien ce Martin. Est-ce que genre il joue le jeu, tu vois? Mais non, mais c'est des vrais gens en fait. Ah mais je pensais vraiment que c'était des comptes fake. Il y a un moment en fait, je me suis dit, doit y avoir 3-4 comptes fake dans le lot pour pouvoir animer la conversation, et en fait ceux sur lesquels j'avais un vrai doute semblent être plutôt vrais en tout cas, même s'ils n'ont pas beaucoup d'abonnés. En fait ce que je trouve vraiment intéressant dans cette écriture et dans la construction du personnage de Jeanne, c'est que elle est vraiment réaliste. Elle pourrait exister cette Jeanne. Et ce live Instagram, d'une certaine manière, alors bon il est quand même mis en scène et il est esthétisé, mais il pourrait exister, vraiment, j'ai déjà vu ce genre de vidéo. Mais en revanche, et c'est là aussi que peut-être la fiction commence à devenir quelque chose de compliqué, on a aussi vu pire, on a aussi vu plus spectaculaire entre guillemets sur Instagram, dans des vrais lives. Donc comment tu fais quand tes points de basculement vers la théâtralité, vers le tragique quand même, il y a un peu de ça, finalement existent presque de manière plus forte dans le réel. Et là c'est pas seulement qu'ils existent dans le réel, c'est qu'ils sont mis en scène aussi dans le réel de cette manière-là. Mais en tout cas c'était vraiment hyper intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi il est l'heure que je passe au montage. D'ailleurs ce spectacle m'a donné une petite idée. Je reçois pas mal de messages de compagnie sur Instagram et j'ai pas forcément toujours le temps de répondre lorsqu'il s'agit de messages qui concernent des dates de spectacle. Parce que, pour rien vous cacher, je reçois quand même beaucoup de propositions pour assister à des spectacles. Et je consulte tout et je regarde tout, vraiment. Mais par contre, c'est vrai que je réponds pas toujours parce que si je devais répondre à toutes les sollicitations, vraiment, faudrait que je me bloque vraiment une journée dans la semaine pour faire ça. Cependant, je me suis dit que peut-être, comme j'ai pas le temps d'aller voir tous les spectacles et que j'aimerais plus parler des jeunes compagnies sur ma chaîne, je me suis dit qu'on pouvait se trouver un jour dans la semaine où je ferai un live Instagram et sans aucune préparation, sans prévoir les invités, les compagnies qui souhaitent parler de leur spectacle, vous vous connectez sur le live et vous m'appelez en direct et vous me présentez votre spectacle. Et ça peut marcher aussi si vous n'êtes pas de la compagnie, si vous voulez me parler d'un spectacle que vous avez vu, ou si vous êtes en école de théâtre et que vous travaillez sur un projet et que vous avez envie d'en parler, et ben on peut se bloquer une demi-heure dans la semaine, un rendez-vous hebdomadaire. Pendant les 30 minutes, on peut se dire que je peux appeler 2 ou 3 personnes, et une fois que le live est terminé, je le mets en Instagram TV et bien sûr également sur la chaîne YouTube. Si cette idée vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, surtout si vous êtes une compagnie. Envoyez-moi un message sur Instagram aussi pour me le dire. On va essayer de trouver un jour dans la semaine et un horaire
horaire qui correspond à tout le monde. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce qui pour vous serait idéal comme horaire pour un live Instagram. Et puis on essaie de mettre ça en place très rapidement. Et j'ai eu l'idée pendant le spectacle et je me suis dit que ça pourrait vraiment être cool d'avoir ce petit rendez-vous comme ça qui soit vraiment pas préparé. Vraiment les premiers arrivés, premiers servis, on s'appelle, on discute, on en fait 3 et la semaine suivante on recommence. Au fait ça y est, on a dépassé les 5000 abonnés, complètement dingue, je suis hyper content. Si vous n'êtes pas encore abonné d'ailleurs, abonnez-vous en cliquant sur le bouton qui ressemble juste à ça. Et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et puis évidemment avant de partir, laissez un pouce bleu sous la vidéo parce que ça fait toujours extrêmement plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre.